Construction dans l'analyse. Sigmund Freud. Construction dans l'analyse. Il m'a toujours semblé que je parlais très favorablement à ce qu'un certain scientifique bien connu traite équitablement la psychanalyse à une époque où la plupart des gens ne se sentaient pas obligés de le faire. Cependant, à une occasion, il a exprimé une opinion sur la technique analytique qui était péjorative et injuste. Il disait que lorsqu'on donne des interprétations à un patient, on le traite selon le fameux principe de pile je gagne pile vous perdez. Autrement dit, si le patient est d'accord avec nous, l'interprétation est correcte, s'il nous contredit, c'est un signe de sa résistance, ce qui montre aussi que nous avons raison. De cette façon, nous sommes toujours en face du pauvre diable sans défense que nous analysons, quelle que soit la façon dont il répond à ce que nous lui présentons. Or, puisqu'il est effectivement vrai qu'un « non » de l'un de nos patients ne suffit généralement pas à nous faire abandonner une interprétation comme erronée, une telle révélation sur la nature de notre technique a été très bien accueillie par les ennemis de la psychanalyse. Il vaut donc la peine de détailler comment nous arrivons habituellement à l'acceptation du « oui » ou du « non » de nos patients lors d'un traitement psychanalytique, de l'expression de leur acceptation ou de leur refus. Le psychanalyste praticien n'apprendra naturellement rien au cours de cette apologie qu'il ne sache déjà. Il est bien connu que le travail analytique vise à amener le patient à abandonner ses refoulements, en prenant le mot dans son sens le plus large, qui appartiennent à la première période de son évolution, et à les remplacer par des réactions d'un type qui correspondrait à un état de maturité mentale. Dans ce but, il doit arriver à recueillir certaines expériences et les impulsions affectives suscitées par celles-ci qu'il a oubliées sur le moment. Nous savons que vos symptômes et inhibitions actuelles sont la conséquence de répression de ce genre, c'est-à-dire qu'ils remplacent les choses que vous avez oubliées. Quel genre de matériel met-il à notre disposition que nous pouvons utiliser pour le mettre sur la voie de la récupération des souvenirs perdus? Toutes sortes de choses. Il nous donne des fragments de ses souvenirs dans ses rêves, d'une grande valeur en eux-mêmes, mais grandement déformés, généralement, par tous les facteurs qui entrent dans la formulation des rêves. Aussi, s'il est livré à la libre association, il produit des idées, dans lesquelles on peut découvrir des allusions à des expériences refoulées et des dérivés de pulsions affectives refoulées, ainsi que des réactions à leur encontre. Et enfin, il y a des indices de répétition d'affects appartenant au matériel refoulé trouvé dans les actions accomplies par le patient, certaines importantes, d'autres insignifiantes, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la situation psychanalytique. Notre expérience a montré que la relation transférentielle qui s'établit envers l'analyste est particulièrement propre à favoriser le retour de ces liens affectifs. C'est de cette matière première, si on peut l'appeler ainsi, qu'il faut extraire ce que l'on recherche. Et ce que nous recherchons, c'est une image du patient des années oubliées qui soit vraie et complète à tous égards essentiels. Mais à ce stade, nous devons nous rappeler que le travail analytique se compose de deux parties complètement différentes, réalisées dans deux lieux différents, impliquant deux personnes, à chacune desquelles est assignée une tâche différente. Pendant un moment, il peut sembler étrange que ce fait le plus fondamental n'ait pas été signalé il y a longtemps, mais on s'apercevra tout de suite qu'il n'y avait rien de caché là-dedans, que c'est un fait universellement connu et évident et qu'il n'est ici mis en évidence et examiné isolément qu'avec une intention particulière. Nous savons tout que la personne psychanalysée doit être amenée à se souvenir de quelque chose qu'elle a vécu et refoulé, et les déterminants dynamiques de ce processus sont si intéressants que l'autre partie du travail, la tâche accomplie par le psychanalyste, est rejetée pour un second mandat. L'analyste n'a ni éprouvé ni refoulé aucun des éléments considérés, votre tâche ne devrait pas être de vous souvenir de quelque chose. Quelle est alors votre tâche ? Sa tâche est de faire ressortir ce qui a été oublié des traces qu'il a laissées, ou plus exactement de le construire. Le temps et la manière dont il transmet ses constructions à la personne psychanalysée, ainsi que les explications dont il les accompagne, constituent le lien entre les deux parties du travail analytique, entre sa propre partie et celle du patient. Son travail de construction ou, si vous préférez, de reconstruction ressemble beaucoup à une fouille archéologique d'une maison ou d'un vieil immeuble détruit et enterré.
Les deux processus sont en fait identiques, sauf que le psychanalyste travaille dans de meilleures conditions et a plus de matière dans la mesure où il n'a pas affaire à quelque chose de détruit, mais à quelque chose qui est encore vivant, et peut-être aussi pour une autre raison. Mais tout comme l'archéologue construit les murs de l'édifice à partir des fondations qui subsistent, il détermine le nombre et l'emplacement des colonnes à partir des dépressions du sol, et reconstitue les décorations murales et les peintures à partir des vestiges retrouvés dans les ruines, l'est de même le psychanalyste lorsqu'il déduit ses conclusions des fragments de souvenirs, des associations et du comportement du sujet. Tous deux ont un droit indéniable à reconstruire, avec des méthodes de supplémentation et de combinaison, les restes survivants. Les deux sont également sujets à des difficultés communes et à des sources d'erreurs. L'un des problèmes les plus difficiles auxquels l'archéologue est confronté est de déterminer l'ancienneté de ses découvertes, et si un objet apparaît à un certain niveau où il a été amené par une perturbation ultérieure. Il est facile d'imaginer les doutes correspondants qui surgissent dans le cas des constructions psychanalytiques. Comme nous l'avons dit, le psychanalyste travaille dans des conditions plus favorables que l'archéologue, puisqu'il dispose d'un matériau sans comparaison avec celui des fouilles, par exemple, de la répétition de réactions datant de l'enfance et de tout ce qui est indiqué par le transfert en rapport avec ces répétitions. Mais il faut aussi tenir compte du fait que la pelle traite des objets détruits dont des fragments volumineux et importants ont été perdus, en raison de violences mécaniques, d'incendies et de pillages. Aucun effort ne les découvrira ni ne les unira aux vestiges survivants. La seule voie qui reste est la reconstruction, qui pour cette raison ne peut souvent atteindre qu'un certain degré de probabilité. Mais il se passe quelque chose de différent avec l'objet psychique dont le psychanalyste tente de retrouver l'histoire ancienne. Nous nous trouvons ici actuellement dans une situation qui en archéologie ne se produit que dans de rares circonstances, comme celle de Pompéi ou celle de la tombe de Toutankhamon. Tous les éléments essentiels sont conservés, même des choses qui semblent complètement oubliées sont présentes d'une manière ou d'une autre et ont simplement été enterrées et rendues inaccessibles au sujet. En fait, comme nous le savons, on peut douter qu'une structure psychique quelconque puisse être victime d'une destruction totale. Il ne dépend que de la technique psychanalytique si nous parvenons à mettre pleinement en lumière ce qui est caché. Il n'y a que deux autres faits qui contrebalançant l'extraordinaire avantage dont jouit le travail psychanalytique, l'un, que les objets psychiques sont incomparablement plus compliqués que le matériel de fouille, et l'autre, que nous avons une connaissance insuffisante de ce que nous pouvons espérer y trouver puisque sa structure plus fine contient tant de choses encore mystérieuses. Mais notre comparaison des deux genres de travail ne peut pas aller plus loin, car la principale différence entre eux réside dans le fait que pour l'archéologue la reconstruction est l'aspiration et la fin de ses efforts, tandis que pour l'analyste la construction n'est qu'un travail préliminaire. Il ne s'agit cependant pas d'un travail préparatoire au sens où il doit être achevé avant que les travaux suivants puissent être lancés, comme c'est par exemple le cas dans la construction d'un bâtiment où tous les murs doivent être érigés et tous les fenêtres à encastrer avant de commencer la décoration intérieure des pièces. Tout psychanalyste sait que les choses se passent différemment dans une cure analytique et que les deux genres de travail se font simultanément, l'un avançant un peu et l'autre suivant. Le psychanalyste achève une construction et la communique au sujet de l'analyse, afin qu'il puisse agir sur elle, il constitue alors un autre fragment avec le matériau qui lui parvient, fait de même et continue dans cette voie alternative jusqu'au bout. Si on parle si peu de « construction » dans les ouvrages de technique psychanalytique, c'est qu'au lieu d'elles on parle de « interprétation et leurs effets ». Mais je pense que « construction » est certainement le mot le plus approprié. Le terme interprétation s'applique à quelque chose que l'on fait avec un élément simple du matériel, comme une association ou une parapraxie. Mais c'est une construction quand on place devant l'analysant un fragment de son histoire passée, qu'il a oublié, en gros comme ça, jusqu'à l'âge de N ans, tu te considérais comme l'unique et illimité propriétaire de ta mère, puis un autre bébé est arrivé et lui a apporté une grande déception. Ta mère t'a abandonné un temps, et même quand elle est réapparue, elle ne s'est jamais consacrée exclusivement à toi. Sentiment ?
Vis-à-vis de ta mère ils sont devenus ambivalents, ton père a pris pour toi une importance nouvelle, etc. Dans le présent article, notre attention sera dirigée exclusivement vers ce travail préliminaire effectué par les constructions. Et ici, déjà au début, la question se pose de savoir quelle garantie nous avons qu'en travaillant dessus, nous ne commettons pas d'erreurs et compromettons le succès du traitement en présentant une construction incorrecte. Il semble qu'une réponse d'une validité générale ne puisse être donnée dans tous les cas à cette question, mais avant même d'en discuter, nous pouvons écouter quelques informations réconfortantes tirées de l'expérience psychanalytique. Parce que nous apprendrons qu'il n'y a pas de mal parce que nous commettons toujours une erreur et donnons au patient une mauvaise construction de la vérité historique probable. Naturellement, c'est une perte de temps, et le simple fait de présenter au patient de fausses combinaisons ne lui fera pas très bonne impression ni n'ira loin dans son traitement, mais une petite erreur de ce genre ne fera pas de mal. Ce qui se passe en réalité dans de tels cas, c'est plutôt que le patient reste indifférent à ce qu'on lui a dit et ne réagit ni par un « oui » ni par un « non ». Cela signifie peut-être seulement que sa réaction est différée, mais s'il n'en résulte rien d'autre, nous pouvons conclure que nous avons commis une erreur et devons l'admettre au patient à une occasion favorable afin de ne pas compromettre notre autorité. Cette opportunité se présentera lorsque de nouveaux matériaux apparaîtront qui nous permettront de faire une meilleure construction et ainsi de corriger notre erreur. De cette façon la construction erronée disparaît comme si elle n'avait jamais été faite, et en fait nous avons souvent l'impression que, pour reprendre les mots de Polonius, notre mensonge a été reproché par la vérité. Certes, le danger de tromper notre patient en suggérant de le persuader d'accepter des choses que nous pensons qu'elles sont, mais qu'il pense qu'elles ne sont pas, a été grandement exagéré. Il faudrait qu'un analyste se soit très mal comporté pour que ce malheur lui arrive, surtout, on lui reprocherait de ne pas avoir laissé le patient s'exprimer. Je peux affirmer sans me vanter que cet abus de suggestion ne s'est jamais produit dans ma pratique. Il résulte de ce que nous venons de dire que nous ne sommes pas enclins à méconnaître les indications que l'on peut déduire de la réaction du patient lorsque nous lui avons proposé une de nos constructions. Cela doit être expliqué en détail. Il est vrai que nous n'acceptons pas le « non » d'une personne en traitement pour argent comptant, mais nous ne cédons pas non plus à son « oui ». Il n'y a aucune raison de nous accuser d'avoir invariablement tendance à déformer vos observations en confirmation. En réalité, les choses ne sont pas si simples et nous ne nous permettons pas de nous faciliter la tâche pour arriver à une conclusion. Un simple oui d'un patient n'est pas sans ambiguïté. Cela peut en fait signifier que vous reconnaissez la justesse de la construction qui vous a été présentée, mais elle peut aussi être dénuée de sens ou mériter même d'être qualifiée d'hypocrite, puisqu'il peut convenir à sa résistance de se servir d'un assentiment dans sa situation pour prolonger l'occultation de la vérité non découverte. Le « oui » n'a de valeur que s'il est suivi de confirmations indirectes, à moins que le patient immédiatement après son « oui » ne produise de nouveaux souvenirs qui complètent et prolongent le construction. Ce n'est que dans ce cas que l'on considère que le « oui » s'est pleinement référé au sujet en discussion. Un « non » d'une personne en traitement analytique est aussi ambigu qu'un « oui » et a encore moins de valeur. Dans de rares cas, il est considéré comme l'expression d'une dissidence légitime. Bien plus fréquemment, il exprime une résistance qui peut avoir été évoquée chez le sujet par la construction présentée, mais qui peut aussi provenir d'un autre facteur de la situation analytique complexe. Ainsi, le « non » d'un patient ne constitue pas une preuve de la justesse d'une construction, bien qu'il soit parfaitement compatible avec celle-ci. Comme toutes ces constructions sont incomplètes et ne recouvrent que de petits fragments d'événements oubliés, on peut supposer que le patient ne nie pas réellement ce qu'on lui a dit, mais fonde sa contradiction sur la partie qui n'a pas encore été découverte. Il ne donnera généralement pas son assentiment tant qu'il ne connaîtra pas toute la vérité, ce qui est souvent très long. Ainsi la seule interprétation sûre de son non c'est qu'il pointe vers l'incomplétude, nul doute que la construction ne vous a pas tout dit.
Il semble donc que les déclarations manifestes du patient après qu'un construit ait été présenté fournissent très peu de preuves sur la question de savoir si oui ou non nous avons bien compris. Il est du plus grand intérêt qu'il existe des formes indirectes de confirmation crédibles à tous égards. L'un d'eux est la forme d'expression utilisée, comme d'un commun accord, avec très peu de variantes, par les personnes les plus différentes. Je n'ai jamais pensé, ou je n'aurais pas dû penser, ça ou à propos de ça. Ce qui peut facilement se traduire par « oui, tu as raison, à propos de mon inconscient ». Malheureusement, cette formule, si bien accueillie par l'analyste, arrive plus souvent à ses oreilles après de simples interprétations qu'après avoir produit une construction d'ensemble. Une confirmation tout aussi valable est implicite, cette fois exprimée positivement, lorsque le patient répond par une association qui contient quelque chose de similaire ou d'analogue au contenu de la construction. Plutôt que d'en tirer un exemple d'une analyse, ce qui serait facile à trouver, mais long à découvrir, je préfère rendre compte d'une petite expérience extra-analytique qui présente une situation similaire si clairement qu'elle est fait presque comique. Il s'agissait d'un de mes confrères, qui, il y a quelque temps, m'avait choisi comme médecin conseil dans son cabinet médical. Un jour, il m'a amené sa jeune femme, qui l'inquiétait. Sous toutes sortes de prétextes, elle a refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui, et ce qu'il attendait de moi, c'était évidemment que je lui expose les conséquences de son étrange conduite. J'entrai dans l'affaire et lui expliquai que son refus aurait probablement des effets fâcheux sur la santé de son mari ou l'exposerait à des tentations qui conduiraient à la rupture de leur mariage. À ce moment-là, il m'a brusquement interrompu par la remarque « L'Anglais que vous avez diagnostiqué avec une tumeur au cerveau est également décédé ». Pour le moment, la remarque semblait incompréhensible, aussi, dans sa phrase était un mystère parce que nous n'avions pas parlé de quelqu'un qui était mort. Mais peu de temps après, j'ai compris. L'homme voulait manifestement confirmer ce que j'avais dit, il a voulu dire, oui, en effet, vous avez tout à fait raison, votre diagnostic a été confirmé aussi dans le cas de l'autre patient. C'était un parallèle exact des confirmations indirectes que l'on obtient en psychanalyse avec association. Non. Je nierai qu'il y avait aussi d'autres pensées de la part de mon collègue qui, dans une large mesure, ont participé à la détermination de l'observation. Une confirmation indirecte par des associations qui correspondent au contenu d'une construction, nous donnant aussi, tout comme celui de mon histoire, fournit une base pour juger si la construction va être confirmée au cours de l'analyse. Il est particulièrement remarquable qu'au moyen d'une parapraxie une confirmation de ce genre s'insinue dans un démenti. J'ai posté ailleurs un bel exemple de cela. Le nom John, commun à Vienne, est apparu à plusieurs reprises dans un rêve de mon patient, sans qu'une explication suffisante apparaisse dans ces associations. Enfin j'avançai l'interprétation que lorsqu'il disait « John », il voulait probablement dire « Gonnet, escroc », ce à quoi il répondit aussitôt « Cela me semble trop joie » au lieu de joie, risqué. Ou l'autre exemple, dans lequel, lorsque j'ai suggéré à un patient qu'il considérait un certain montant comme trop élevé, il a voulu nier une telle suggestion en disant « 10$, ce n'est rien pour moi », mais au lieu de dollars, il a mis un pièce de monnaie de moindre valeur et dit 10 shillings. Si une analyse est dominée par des facteurs puissants qui imposent une réaction thérapeutique négative, comme un sentiment de culpabilité, un besoin masochiste de souffrance, ou une réticence à recevoir de l'aide du psychanalyste, le comportement du patient après avoir été confronté à une construction rend souvent très facile celui que nous arrivons à la décision que nous recherchions. Si la construction est mauvaise, il n'y a pas de changement chez le patient, mais si elle est correcte ou proche de la vérité, il y réagit par une aggravation non équivoque de ses symptômes et de son état général. On peut résumer la question en disant qu'il n'y a aucune raison de nous reprocher de négliger et de sous-estimer l'importance de l'attitude des sujets analysés à l'égard de nos constructions. Nous y prêtons attention et obtenons souvent des informations précieuses. Mais de telles réactions de la part du patient sont rarement sans équivoque et ne fournissent aucune possibilité de jugement définitif.
Seul le cours ultérieur de l'analyse nous permet de décider si nos constructions sont correctes ou inutiles. Nous ne prétendons pas qu'une construction soit plus qu'une conjecture attendant d'être examinée, confirmée ou rejetée. Nous ne prétendons pas avoir raison, nous n'exigeons pas l'acceptation du patient ni ne discutons avec lui s'il le nie par principe. Bref, nous nous comportons comme un personnage familier dans une des farces de Nestroy, le serviteur qui n'a qu'une réponse sur les lèvres à chaque question ou objection, tout s'éclaircira au cours des événements futurs. Il n'est pas nécessaire de décrire comment cela se produit dans le processus d'analyse, le chemin par lequel l'une de nos conjectures se transforme en conviction du patient. Tout cela est familier à tout analyste de par son expérience quotidienne et est facilement compréhensible. Un seul point nécessite une enquête et une explication. Le chemin qui commence à la construction de l'analyste devrait aboutir dans les souvenirs du patient, mais elle ne va pas toujours jusque-là. Très souvent, nous n'arrivons pas à faire en sorte que le patient se souvienne de ce qui a été refoulé. Au lieu de cela, si l'analyse est effectuée correctement, nous produisons en lui une ferme conviction de la vérité de la construction qui aboutit au même résultat thérapeutique qu'un souvenir rappelé. Le problème de savoir dans quelles circonstances cela se produit et comment il est possible que ce qui semble être un substitut incomplet produise un résultat complet fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Je conclurai ce court article par quelques observations qui ouvrent une perspective plus large. J'ai été surpris de la façon dont, dans certaines analyses, la communication d'une construction manifestement correcte a évoqué chez le patient un phénomène étrange et d'abord incompréhensible. Ils ont été provoqués par des souvenirs vifs, qui l'ont eux-mêmes qualifié des ultra-clairs, mais ce dont ils se sont souvenus n'a pas été l'événement qui a fait l'objet de la construction, mais des détails qui s'y rapportent. Par exemple, ils se sont souvenus avec une clarté anormale des visages des personnes impliquées dans la construction ou de la pièce dans laquelle quelque chose de similaire aurait pu se produire, ou, un peu plus loin, des meubles de ladite pièce, dont la construction n'avait aucune possibilité naturelle. De la connaissance. Cela s'est produit soit dans des rêves immédiatement après la présentation de la construction, soit dans un état de veille, ressemblant à des fantasmes. Ces souvenirs n'ont par eux-mêmes conduit à rien d'autre et il a semblé plausible de les considérer comme le produit d'un compromis. Émergence, du refoulé, mise en activité par la présentation de la construction, a tenté de faire prendre conscience d'importantes traces mémorielles, mais une résistance est parvenue, en fait, non à arrêter ce mouvement, mais à le déplacer vers des objets adjacents de moindre importance. Ces souvenirs auraient pu être décrits comme des hallucinations si une croyance en leur présence réelle avait été ajoutée à leur clarté. L'importance de cette analogie m'a semblé d'autant plus importante lorsque j'ai réalisé que de véritables hallucinations se produisaient parfois chez d'autres patients qui n'étaient certainement pas psychotiques. Ma pensée a suivi la ligne suivante. Peut-être est-ce un trait général des hallucinations auxquelles on n'a pas accordé jusqu'à présent une attention suffisante, que quelque chose vécu dans l'enfance puis oublié réapparaît en elle, quelque chose que l'enfant a vu ou entendu à un moment où il savait à peine parler et que maintenant un chemin à la conscience se forge, probablement défiguré et déplacé par l'intervention de forces qui s'opposent à son retour. Et compte tenu de la relation étroite entre les hallucinations et certaines formes de psychose, notre réflexion peut être poussée encore plus loin. Il se peut que les délires dans lesquels de telles hallucinations sont si souvent incorporés soient à leur tour moins indépendants de la renaissance de l'inconscient et du retour du refoulé qu'on ne le pense habituellement. Dans le mécanisme d'un délire, nous ne signalons en règle générale que deux facteurs, le retrait du monde réel et de ses forces motrices, d'une part, et l'influence exercée par l'accomplissement des désirs sur le contenu du délire, sur la autre. Mais ne se pourrait-il pas que le processus dynamique soit plutôt que l'éloignement de la réalité soit mis en branle par la tendance à l'émergence du refoulé à inculquer son contenu dans la conscience, alors que la résistance provoquée par ce processus et l'impulsion à vouloir s'accomplir partagent responsabilité dans la déformation et le déplacement de ce dont on se souvient. C'est, après tout, le mécanisme habituel des rêveries que l'intuition a comparé à la folie depuis des temps immémoriaux.
Je pense que cette approche des délires n'est pas entièrement nouvelle, mais elle met néanmoins en avant un point de vue qui n'est généralement pas au premier plan. Son essence est qu'il n'y a pas seulement de la méthode dans la folie, comme le poète l'a déjà perçu, mais aussi un fragment de vérité historique, et il est plausible de supposer que la croyance compulsive attribuée au délire tire sa force de source précisément infantile de ce genre. Tout ce que je peux offrir aujourd'hui à l'appui de cette théorie, ce sont des réminiscences et non des impressions récentes. Il vaudrait probablement la peine d'essayer d'étudier les cas des troubles en question sur la base des hypothèses qui ont été présentées ici et aussi de les traiter en suivant ces lignes directrices. Le vain effort pour convaincre le patient de l'erreur de ses délires et de leur contradiction avec la réalité devrait être abandonné et, au contraire, la reconnaissance de son noyau de vérité fournirait une base commune sur laquelle le travail thérapeutique pourrait se développer. Ce travail consisterait à libérer le fragment de vérité historique de ses déformations et de ses rapports avec le présent et à le faire remonter au moment du passé auquel il appartient. La transposition de matériel d'un passé oublié au présent ou à une attente future est en fait un phénomène courant chez les névrosés tout autant que chez les psychotiques. Assez fréquemment, lorsqu'un névrosé est amené par un état d'anxiété à attendre l'arrivée d'un événement terrible, il est en fait sous l'influence d'un souvenir refoulé, qui essaie d'entrer dans la conscience, mais ne peut pas devenir conscient, que quelque chose qui, à ce moment-là, était terrifiant arrivera réellement. Je pense que nous aurions beaucoup à gagner d'un travail de ce type avec des psychotiques, même s'il ne conduisait pas à un succès thérapeutique. Je me rends déjà compte qu'il est peu utile de traiter un sujet aussi important de la manière sommaire que j'ai employée ici. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai pu résister à la tentation de présenter une analogie. Les délires des patients apparaissent comme l'équivalent des constructions que nous construisons au cours d'une cure psychanalytique, tentative d'explication et de guérison, s'il est vrai que dans les conditions d'une psychose elles ne peuvent que remplacer le fragment de réalité qui est nié dans le présent par un autre fragment qui a déjà été rejeté dans un passé lointain. Ce sera la tâche de chaque enquête individuelle de révéler les liens intimes entre le matériau du rejet actuel et celui du refoulement primitif. De même que notre construction n'est efficace que parce qu'elle reçoit un fragment d'expérience perdue, les délires doivent leur pouvoir de conviction à l'élément de vérité historique qu'il insère à la place de la réalité rejetée. Dans cette voie, une proposition qui n'est en principe affirmée que pour l'hystérie s'appliquerait aussi aux délires, que ceux qui y sont sujets souffrent de leur propre réminiscence. Avec cette brève formule, j'essaie de discuter de la complexité des origines de la maladie ou d'exclure l'intervention de nombreux autres facteurs. Si nous considérons l'humanité dans son ensemble et la remplaçons par l'individu humain isolé, nous découvrons qu'elle aussi a développé des délires inaccessibles à la critique logique et contredisant la réalité. Si malgré cela elles sont capables d'exercer un pouvoir extraordinaire sur les hommes, l'enquête nous conduit à la même explication donnée dans le cas de l'individu. Ils doivent leur pouvoir à l'élément de vérité historique qu'ils ont apporté du refoulement de l'oubli et du passé primitif. Fin. Construction dans l'analyse. Sigmund Freud.